Nouvelle attaque devant un centre communautaire juif en France. Cette fois, cela se passe à Nice, où un homme a attaqué au couteau 3 militaires en faction devant le bâtiment avant d'être interpellé. Il avait tenté de se rendre en Syrie et venait justement d'être entendu par les services de renseignement français. Et puis le pilote jordanien qui était retenu en otage par l'État islamique a été brûlé vif. C'est une vidéo diffusée aujourd'hui par l'État islamique qui vient confirmer ce que redoutait le gouvernement jordanien depuis déjà plusieurs jours. La démission du président de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre commis à Gaza, sa partialité avait été remise en cause par Israël. Il aurait notamment travaillé pour le compte de l'OLP. Et puis l'embarras de l'UMP en France face aux consignes de vote concernant le Front National. Réunion en ce moment du bureau politique de Nicolas Sarkozy qui évoque un risque d'implosion du parti. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis les terribles attentats de Paris et pourtant cet après-midi à Nice, encore une fois, un scénario qui rappelle les drames de Paris. Un homme muni d'un couteau qui s'est précipité sur plusieurs militaires en faction devant un centre communautaire juif de la ville. Ça se passe en plein centre-ville. Les 3 militaires ont été blessés légèrement au couteau. L'individu a été ensuite maîtrisé par la police présente en nombre à cet endroit sensible et il s'agit donc d'un homme qui a tenté de se rendre en Syrie il y a quelques jours et qui a même été auditionné à son retour par les services de renseignement français. Ironie de cette histoire, il porte le même nom que le terroriste Koulibaly, auteur de l'attentat contre l'hypercachère de Vincennes et du meurtre d'une policière à Paris. On va parler de tout cela évidemment parce que cela rejoint une autre actualité terrible du Moyen-Orient. L'État islamique qui a proféré aujourd'hui de nouvelles menaces contre la France dans une nouvelle vidéo et qui surtout a diffusé une vidéo particulièrement insoutenable montrant comment le pilote jordanien qui avait été capturé au mois de décembre a été brûlé vif, sans doute il y a quelques jours, alors que l'État islamique tentait de négocier la libération d'une djihadiste en Jordanie contre la vie de ce pilote qui a donc été tué il y a quelques jours. Horreur dans le monde ce soir, condamnation à l'instant par exemple de Barack Obama qui évoque à quel point la barbarie de l'État islamique est sans limite. On va parler de tout cela avec vous, messieurs. Emmanuel Charbit, bonsoir. Vous êtes avocat ici à Tel Aviv. Bienvenue dans ce studio. Bonsoir Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News. On aura également des témoignages comme celui du maire de Nice qui sera en direct avec nous, Christian Estrosi, dans environ une vingtaine de minutes. أما عن غزوة باريس المباركة نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Oui, cette paix, bien sûr. On est tous frères. On est exactement. Voilà, il faut solidarité là. Ça ressemble à des agressions qu'on a pu en connaître à Londres sur des militaires qui patrouillaient. En tout cas, ce n'est pas un acte anodin, parce que c'est bien les militaires dans l'exercice de leur fonction qui ont fait l'objet d'une agression. Actualité donc qui ramène une nouvelle fois à la terreur djihadiste, que ce soit en France ou en Syrie. On va revenir tout de suite sur ce qui s'est passé à Nice cet après-midi. Agression donc au couteau de plusieurs militaires qui protégeaient un site communautaire juif en plein centre de la ville. Leslie Rezougi. Il est un peu plus de 14 h ce mardi devant le centre communautaire juif de Nice quand Moussa Koulibaly attaque 3 militaires au couteau. C'est la première attaque depuis le renforcement drastique du plan Vigipirate après les attentats au siège de Charlie Hebdo et dans le supermarché Cacher, porte de Vincennes.
En début d'après-midi, l'homme prend le tramway en compagnie d'un complice en direction du centre-ville. Contrôlé sans ticket, il paie son amende sans sourciller. Parvenu devant le bâtiment qui abrite le consistoire de la ville, une radio communautaire et une association juive, il crie « Je suis 100% Koulibaly » avant d'attaquer l'un des 3 militaires. Une revendication qui le place dans la lignée du terroriste de l'Hyper Cacher. Armé de 2 couteaux, Moussa Koulibaly se rue sur l'un des 3 militaires en faction. Donc un militaire a été agressé à l'arme blanche alors qu'il patrouillait sur l'avenue Jean Médecin. À l'occasion de son interpellation qui a été faite grâce à un Niçois qui passait par là, un passant qui a maîtrisé l'agresseur, aidé par 2 agents de contrôle du tramway et la police municipale. Il a, en se débattant, blessé 2 autres militaires qui étaient venus au secours de leurs camarades. L'auteur des faits a été interpellé, il est entre les mains de la police nationale. Et Moussa Koulibaly devrait bientôt être entendu. L'homme qui l'accompagnait aurait également été interpellé. De leur côté, les militaires ont été transférés à l'hôpital. Malgré des blessures relativement profondes, leurs jours ne sont pas en danger. Selon les médias français, l'agresseur est bien connu des services de police, notamment pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique et vol aggravé. Il aurait par ailleurs été refoulé de l'aéroport d'Istanbul la semaine dernière et aurait été entendu par la DGSI à son retour de Turquie. Le parquet antiterroriste s'est également saisi de l'enquête. Depuis les attentats de l'Hyper Cacher, les bâtiments confessionnels sont étroitement protégés par des militaires. Une volonté du gouvernement pour tenter de juguler la menace djihadiste grandissante. En tout, c'est près de 5800 hommes qui sont déployés sur les sites dits sensibles, dont de nombreuses institutions juives. Alors, je vous propose d'écouter à présent un témoignage, justement, un témoin direct de ce qui s'est passé à Nice cet après-midi. C'est Yossi qui est en ligne avec nous depuis donc Nice. Bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous alors exactement ce qui s'est passé, puisqu'apparemment la scène a duré quelques secondes. Quelques secondes, oui, j'étais juste à proximité quand j'ai vu un homme je suppose qu'il sortait de ce qu'on appelle le tram, le train qui traverse toute la ville. Et il s'est jeté littéralement sur les militaires, enfin sur un militaire en tout cas déjà dans un premier temps. Il l'a agressé et est venu ensuite donc quelques autres militaires en renfort pour maîtriser l'agresseur, ce fameux commerçant justement aussi. Et puis ensuite en quelques secondes, une vingtaine de policiers et militaires mélangés, tout confondus, sont arrivés pour le maîtriser, le mettre à terre à quelques mètres de là où je me trouvais. Cela se passait devant un centre communautaire juif, c'est ça? Oui, absolument, oui. C'est-à-dire qu'il y a une protection renforcée à cet endroit? Oui, comme dans bon nombre de sites de la communauté sur le territoire, à la suite de ce qui s'est passé des derniers événements de Paris et le plan Vigipirate Alerte Attentat qui est toujours en activité. Est-ce que vous l'avez entendu crier au moment où il s'est jeté sur ses soldats? Est-ce que... Non, il n'a pas crié, il s'est jeté directement et puis il s'en est pris tout de suite aux militaires, au premier militaire qui était à ma gauche. Est-ce que vous avez eu le temps de voir son visage et s'il était armé? Absolument justement pas, non, j'ai pas du tout vu son visage. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est de me mettre en arrière pour pas être au milieu de la bagarre, on va dire entre guillemets, l'agression terroriste pour moi. Et ensuite j'ai suivi ça de beaucoup plus loin. Donc je n'ai pas du tout vu son visage. Merci beaucoup Yossi pour ce témoignage donc suite à ce qui s'est passé à Nice. Et on apprend d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui annonçait aujourd'hui justement le démantèlement d'une nouvelle filière djihadiste en France, dans les régions de Lyon et de Paris avec l'arrestation de 8 personnes, et bien Bernard Cazeneuve se rend en ce moment même à Nice, donc sur les lieux de cette nouvelle attaque. Alors Daniel Haïk, Emmanuel Charbitte, on est très près encore évidemment de ce qui s'est passé à Paris et pourtant ça recommence presque déjà, même si heureusement là le bilan est particulièrement léger puisque les soldats ont quitté l'hôpital. Oui, je crois que là c'est encore une fois un symbole, c'est-à-dire je pense que le terroriste a voulu frapper à un double symbole. D'abord il a voulu s'attaquer à un site communautaire juif et il a aussi voulu frapper les symboles de la République que sont les soldats qui maintiennent la défense, la protection de la population en général et dans le cas précis de la communauté juive. Et je crois que c'est quelque chose de très fort et il faut effectivement, et je sais que dans la communauté juive, on est
particulièrement inquiet parce que, effectivement, le plan Vigipirate a été mis en place. Cela fait maintenant presque un mois, plus de 3 semaines, presque un mois. Que va-t-il se passer lorsque ces militaires ne seront plus déployés autour des lieux juifs? Et c'est une question qui interpelle ce qui est le cas d'ailleurs, semble-t-il, de ces soldats dont le départ est paraît-il programmé. Voilà, est programmé. Il est donc quasiment imminent. Est-ce que ce genre d'attentat risque de modifier les désirs de la défense, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mesures qui vont être prises, prolongation du plan Vigipirate? Et je crois que quelque part il y a une forme d'inquiétude dans la communauté tout à fait légitime, c'est-à-dire parce que ces militaires sont déployés effectivement devant un centre communautaire juif, dans le cas précis à Nice, mais il y en a énormément qui sont déployés devant des écoles juives. Et que va-t-il se passer lorsque ils ne seront plus là? Comment les parents vont pouvoir avoir déposé leurs enfants en toute sécurité dans ces dizaines d'écoles juives à travers le pays? Et c'est une véritable question qui interpelle et les pouvoirs publics et les responsables de la communauté. Emmanuel Cherbit, sur ce qui se passe là encore, on est dans un climat qui s'entretient finalement. Qui s'entretient, et on est bien loin du combat contre la liberté d'expression qui était clamé à l'époque de Charlie Hebdo, malheureusement, comme vous le disiez. Ce qui est visé aujourd'hui, c'est la communauté juive. Donc ça paraît clairement être un nouvel acte antisémite. Ça paraît être clairement un acte contre la République, c'est-à-dire encore une fois contre les valeurs défendues par la France. Et ça nous ramène justement à ce qui se passe, vous le disiez dans votre présentation, à Daesh, au combat qui se déroule en ce moment en Syrie. On en parlait sur ce plateau il y a quelques semaines sur les mesures qu'il aurait fallu prendre. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est trop tard? On se demande si c'est pas déjà trop tard, parce que empêcher le retour des candidats au djihad, on les empêche de partir, mais en fin de compte, ils restent sur le territoire et commettent ces attentats. Donc l'effet, on a un peu l'impression d'avoir le chien qui se mord la queue, on ne sait pas par où. Mais ça pose la question de l'efficacité des mesures qui ont été annoncées. Alors certes, les soldats, on voit qu'ils ont une utilité, parce que finalement, ils sont présents, mais c'est vrai que faire de ces djihadistes qui ne partent pas et qui sont encouragés à commettre des attentats en France? Je crois qu'on l'a vu aujourd'hui, une cellule a été démantelée, mais il en reste énormément. Il y a 2 ans, Manuel Valls avait affirmé qu'il y avait une 50aine de cellules djihadistes en France. Il est probable qu'il y en ait plus aujourd'hui. Il y a plus de 1300 djihadistes français qui se sont enrôlés, qui sont partis en Syrie ou en Irak. Il y en a près de 200 qui sont revenus au cours des derniers mois en France. Il est probable qu'il s'agisse de cellules dormantes qui peuvent se réveiller d'un jour à l'autre. Et je ne sais pas si on peut faire, on parle beaucoup d'amalgame, si on peut faire un amalgame entre le Koulibaly de l'hypercacher et Moussa Koulibaly qui est responsable, donc qui est le terroriste d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont de la même famille, est-ce qu'ils sont de la même cellule? C'est une question, ce sont des questions qui doivent être à l'étude actuellement par les enquêteurs, mais je crois que ça prouve qu'il y a véritablement un vrai problème et qu'il y a aussi une difficulté de la part de la République, de la part du pouvoir national et même régional de traiter, savoir comment traiter ce genre de problème, comment faire face. Est-ce que les mesures, les centaines de millions de francs qui ont été promis, en tout cas d'euros, qui ont été promis par Manuel Valls dans son discours, est-ce qu'ils vont suffire à démanteler l'ensemble de ces réseaux djihadistes? Et puis on a vu que, donc, semble-t-il, cet individu-là de cet après-midi avait été auditionné il y a quelques jours seulement par les services de renseignement français parce qu'il avait été refoulé d'un aéroport à Istanbul, vraisemblablement sur la route de la Syrie. Ça pose là aussi le problème de la prévention, que n'arrivent pas, semble-t-il, à faire les services de renseignement. La prévention, oui. C'est que la ministre de l'Éducation a prévu plusieurs nouvelles réformes, justement éducatives, mais on n'en est pas là. Là, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence, c'est-à-dire que tous les jours, ces fameuses cellules, c'est comme les vases communicants. On a l'impression qu'ils en découvrent 3, et il y en a 5 qui ressortent sur le côté. On en redécouvre 5, il y en a 10 qui sortent sur les côtés. Et les candidats au djihad continuent à partir, continuent à être refoulés ou pas, mais comme on le disait, les attentats sur le sol français se multiplient plus qu'il n'y en avait eu les 10 dernières années. Et si on remonte en arrière, Mohamed Merah, c'était déjà un candidat au djihad. Menouche, si je me souviens bien, aussi. Donc c'est-à-dire que depuis combien 4 ans, si on remonte même à, puisque vous parlez de la prévention, si on remonte donc même à Ilan Halimi, malheureusement en 2006, ça fait donc quasiment 10 ans, pendant lesquels aucune véritable méthode et mesure, ni éducative, ni préventive, ni de répression, ont été prises, puisque les attentats se déroulent, se multiplient, et les candidats continuent à partir. Vous avez l'impression que ça s'aggrave, que la situation s'aggrave en France ?
il y a un climat de tension. Il est général, il est bien spécifique aussi dans la communauté. Je sais qu'il y a eu une réunion, un séminaire de responsables de la communauté qui s'est déroulé il y a quelques jours, au cours de laquelle on a pu palper l'inquiétude des responsables communautaires. Et c'est le résultat aussi de tout cet état d'esprit qui règne, de toute cette présence. C'est-à-dire la présence de dizaines de milliers de soldats aux abords des lieux juifs, eh bien, c'est à la fois rassurant, mais c'est aussi assez inquiétant. C'est-à-dire, ça préoccupe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, justement, je voudrais qu'on en parle avec quelqu'un qui connaît bien ce dossier, puisqu'Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français du renseignement, est en ligne avec nous. Bonsoir, Alain Rodier. Bonsoir. À votre avis, le fait qu'une fois encore cet individu qui a agi donc à Nice cet après-midi ait tenté de se rendre en Syrie, puis ait été auditionné par les services de renseignement donc il y a quelques jours, c'est un scénario qui semble se répéter à chaque fois. Oui, tout à fait, mais je rappelle que nous sommes un État de droit, et donc se rendre en Turquie à l'heure actuelle n'est pas un acte constitutif à une infraction. Même si l'individu très en amont est considéré comme suspect, on ne peut faire judiciairement rien contre lui. Et de là à le surveiller 24 heures sur 24, c'est impossible parce que son cas n'est pas unique, malheureusement. Alors restez avec nous, Alain Rodier. Je voudrais qu'Emmanuel Charbit nous donne son avis d'avocat justement là-dessus. Est-ce qu'on serait prêt à accepter des mesures plus peut-être restrictives des libertés face à... Je ne sais pas si la France est prête à les accepter, mais il en reste que c'est ce que les États-Unis ont fait au lendemain du 11 septembre via le Patriot Act. Alors on peut considérer, la France considère, puisque patrie des droits de l'homme et des libertés, que ce sont des mesures liberticides, mais il en reste que les frères Kouachi, certains étaient interdits de vol sur des compagnies américaines, et les États-Unis le savaient, la France ne le savait pas. C'est-à-dire que je pense quand même si la France décide de prendre certaines mesures afin de restreindre certaines libertés, elles ont pour but et pour vocation non pas de restreindre la liberté de tout un chacun, mais d'uniquement une cible particulière qui sont les candidats à des actes terroristes sur le sol français. Et je crois qu'il faut trouver le juste milieu entre l'état de droit et l'état d'urgence. S'il y a état d'urgence, eh bien, il faut peut-être agir. Et en la matière, puisqu'on est en Israël, on peut dire que l'État d'Israël a réussi à trouver cet équilibre délicat entre l'état de droit qu'il reste et l'état d'urgence dans lequel il se trouve depuis quasiment sa création, et puis face aux terroristes auxquels il fait face depuis des dizaines d'années. Alain Rodier, cette attaque coïncide avec la diffusion d'une nouvelle vidéo. On va en voir un extrait d'ailleurs en même temps que je vous parle, diffusée aujourd'hui en français par l'État islamique, qui dure environ un quart d'heure, et avec de nouvelles menaces d'attentats en France si la France continue de se montrer hostile envers les candidats au djihad. C'est l'une des revendications notamment de ceux qui s'expriment dans cette vidéo. Est-ce que vous avez l'impression que la situation peut s'aggraver encore et que de nouvelles menaces existent en France, Alain Rodier? Oui, les menaces existent. Nous sommes habitués depuis les attentats de 95 en particulier. C'est pas une nouveauté. Il ne faut pas non plus affoler les populations avec cela. Mais là, nous sommes dans une phase un petit peu critique. Je rappelle que les attentats de janvier, pour moi, sont pas dus à Daesh, mais sont dus à Al-Qaïda, canal historique. Donc c'est un petit peu différent. Les deux sont des mouvements extrêmement dangereux et extrêmement délicats à suivre. Donc, mais je pense que Al-Qaïda est toujours extrêmement dangereux pour nos sociétés. Mais alors, il y a quand même des appels qui sont lancés dans cette vidéo aujourd'hui et qui sont en plus lancés en français, qui peuvent être entendus même par des terroristes isolés, on va dire, en France, ou des apprentis terroristes. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu les loups solitaires. C'est vrai que ça peut provoquer un certain nombre de vocations, et même l'État d'Israël n'a pas été à même de bloquer quelques attaques du type de celles qu'on a connues aujourd'hui. Je me souviens d'un bus qui a été attaqué par un forcené armé d'un couteau aussi. Donc on peut être tout à fait l'objet de ce genre d'individus qui, reprenant ces messages belliqueux, se décident à passer à l'acte.
Alain Rodier, il y a également ce soir cette diffusion particulièrement terrible d'une vidéo, encore une fois, de l'État islamique montrant le pilote jordanien capturé, membre de la coalition internationale, capturé et brûlé vif cette fois. On n'est plus dans la décapitation, on est donc dans une scène atroce d'un homme brûlé vif dans une cage. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un nouveau message que veut faire passer l'État islamique avec cette vidéo terrible ? Bon, l'horreur s'ajoute à l'horreur, c'est absolument écœurant, il faut bien le reconnaître. Mais ça prouve une autre chose. Je ne connais pas exactement ce pilote jordanien, mais je pense qu'il était musulman. Pour moi, c'est une guerre interne à l'islam déjà. Une guerre interne que l'on connaît qui est entre les chiites et les sunnites, mais dans les sunnites, c'est une guerre interne qui se joue entre les radicalistes de Daesh et d'Al-Qaïda contre le reste du monde musulman, parce qu'ils n'hésitent pas à tuer un autre musulman, ce qui, à ma connaissance, est un crime et un péché, c'est haram. Donc, quand des gens vont combattre aux côtés de ces mouvements Al-Qaïda ou Daesh, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils vont d'abord combattre les musulmans. C'est vraiment une guerre civile intérieure avant d'être ce que l'on appelle le choc des civilisations. Merci beaucoup Alain Rodier. Je rappelle donc que vous êtes directeur de recherche au Centre français du renseignement et que vous connaissez donc bien ce sujet. C'est vrai, Daniel Haïk, qu'on est particulièrement écœuré, les mots manquent d'ailleurs, puisque c'est à la limite du soutenable quand on voit ce qui a été réservé donc à ce pilote jordanien qui faisait l'objet de tractations il y a quelques jours et il semble que sa mort remonte à déjà plusieurs semaines. Oui, c'est dire à quel point ces terroristes de Daesh sont sournois. Mais je crois effectivement, comme l'a précisé Alain Rodier, qu'effectivement Daesh a un objectif contre les musulmans qui ne s'alignent pas sur la parole, on va dire, de la parole du prophète. Et je crois que quelque part ici, la Jordanie comprend qu'elle est aussi la cible de ce terrorisme, qu'elle est aux portes de la Syrie, de l'Irak, et qu'elle, en tant que telle, elle est extrêmement menacée. Et je pense qu'il y a une forme de prise de conscience de la part des Jordaniens, et j'en veux pour preuve ne serait-ce que la décision d'hier de la Jordanie de ramener son ambassadeur en Israël, cet ambassadeur qui avait quitté après, au début, il y a 3 mois, au moment des émeutes sur le mont du Temple, des appels aux émeutes sur le mont du Temple. Il semble que quelque part, ces émeutes soient mises de côté par les Jordaniens pour essayer de créer une sorte de front face à ce terrorisme de Daesh qui menace Israël d'une part, mais en particulier la Jordanie. Et il y a peut-être aujourd'hui, il y a certainement aujourd'hui une vive coopération entre Israël et entre les services de sécurité israéliens et les services de sécurité jordaniens pour essayer de freiner cette menace que représente Daesh pour la Jordanie. Menace dont on ne voit pas très bien d'ailleurs comment on va arriver à y mettre fin. Il y a une escalade de l'horreur dans ces vidéos. Une escalade de l'horreur, il y a surtout 2 fronts. Il y a le front contre les musulmans Daesh en Syrie, en Jordanie, et puis il y a le front international, le califat international. C'est-à-dire qu'on combat en interne face aux musulmans infidèles qui ne font pas partie de la bonne mouvance, et on combat contre les infidèles qui sont les juifs, les catholiques, les américains, et donc tout le monde occidental. À l'étranger, on forme des candidats à des attaques terroristes, et donc forcément le combat il n'est pas uniquement à mener pour nous occidentaux dans nos pays, mais il est aussi à mener avec les pays musulmans qui comprennent enfin le danger qui est, si ce n'est à leur porte, déjà dans leur maison. Mais les mesures sont dures à prendre. Pourquoi ? Parce que les populations ne vont pas forcément dans le sens des dirigeants. En Jordanie, je suis persuadé qu'on peut entendre 2 sons de cloche si on se trouve chez le roi ou si on se trouve dans la population pauvre du pays. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a des informations qui font état ce soir à Amman. On avait tout à l'heure d'ailleurs des images en provenance d'Amman, de la possible exécution à titre de représailles de la part du gouvernement jordanien. Et d'ailleurs, c'est confirmé, semble-t-il, de sources officielles à l'instant, de cette terroriste irakienne dont l'État islamique réclamait la libération. Elle était détenue en prison, donc en Jordanie, et apparemment Amman va procéder à son exécution ce soir, ainsi que celle de 4 autres condamnés pour terrorisme. Je crois que c'est justement ce que je disais, l'état d'urgence nécessite parfois des réactions qui sortent de l'ordinaire
Et c'est ce qu'est en train de faire la Jordanie. Et il est vrai que c'est plus difficile lorsque l'on est en Occident de mettre de côté l'état de droit, ou même pas de le mettre en parenthèse. On ne peut pas le faire. Il faut essayer de trouver, donc, comme je le disais, le juste milieu. Vous savez, il y a une époque où, en 1994, pour faire face au terrorisme du Hamas qui commençait à grandir, eh bien, Yitzhak Rabin avait voulu expulser 400 terroristes du Hamas vers le sud Liban. Et il avait eu une formule à l'époque qui était sans B'Tselem, qui est l'organisation, une ONG qui s'oppose à toute forme d'expulsion, et sans la Cour suprême. C'est-à-dire que parfois, il faut mettre de côté les ONG qui veulent défendre les droits de l'homme, et d'un autre côté, même la Cour suprême qui veut défendre le droit, pour essayer de faire face à un terrorisme qui, lui, ne respecte pas du tout le droit. En tant qu'avocat, est-ce qu'on peut cautionner ou pas ce type de réponse? Les moyens, je ne sais pas, mais la Cour suprême des années 90 et la Cour suprême d'aujourd'hui, elle n'est plus la même. On a une Cour suprême qui n'a pas les pleins pouvoirs, mais qui s'infiltre dans toutes les décisions et légales, c'est-à-dire sur les lois qui sont prises, mais également politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision aujourd'hui sans que le conseiller spécial de l'État donne son avis, et sans qu'il y ait donc un recours devant la GATT. Il ne peut pas y avoir une opération comme l'opération Bordure Protectrice sans qu'il y ait derrière les soldats, il y ait une batterie d'avocats militaires qui sont là pour vérifier, de conseillers juridiques qui vérifient que tout se fait dans les règles de la loi. Bien sûr, j'ai fait mon service en partie dans les services juridiques de l'armée, et toute opération et toute démarche est validée en amont par les services juridiques de l'armée. Donc pour vous, ce que fait la Jordanie ce soir ne changera sans doute pas le... La Jordanie a son propre régime, et je ne sais pas si ça suffira à dissuader des gens qui ont une logique tout à fait illogique, on peut dire, tout à fait cruelle, mais c'est la réponse que peut-être certains pays du monde musulman peuvent apporter à ceux qui les menacent aussi. Est-ce que vous avez l'impression que le danger grandit de cet obscurantisme que représente aujourd'hui l'État islamique? Est-ce que le monde a pris la mesure finalement de ce qui est en train de se passer? Je ne suis pas bien sûr, pour une raison très simple. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé en France, les actes terroristes du mois de janvier, et quand on regarde les débats qui se déroulent en France, on parle beaucoup du problème d'éducation en France. On a l'impression que c'est un problème franco-français. Alors que si on va il n'y a pas bien loin, au mois de décembre, au mois de novembre dernier, il y a eu une prise d'otage en Australie du même ordre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus global, et tant qu'on voudra uniquement y répondre de manière nationale, de manière locale, j'ai bien peur que les États se retrouvent face à une fin de non-recevoir. Quelques secondes. Non, je crois aussi qu'on se trouve dans une situation d'urgence. Il faut le répéter, et il faut que, dans cette situation d'urgence, je crois que l'ensemble des régimes occidentaux, qu'ils soient en particulier, y compris Israël dans le cas précis, eh bien, doivent faire front. Cette manifestation du 11 janvier où on a vu plusieurs dizaines de leaders faire front contre le terrorisme, il faut qu'elle se concrétise au niveau de la coopération, qu'il y ait une coopération maximale, et que tout celui qui sait comment essayer de juguler le terrorisme, eh bien, fasse partager ses connaissances à l'autre. Merci Daniel Haïk, merci Emmanuel Charbit. On sera dans un instant, je vous l'ai dit, en direct avec le maire de Nice pour revenir sur ce qui s'est passé. Christian Estrosi réagira en direct depuis Paris, où il se trouve, parce qu'il y a aussi un bureau politique important de l'UMP. On va en parler également dans un instant. Restez avec nous. Une nouvelle attaque a visé un centre communautaire juif à Nice, en France. Cet après-midi, un homme muni d'un couteau a blessé 3 militaires en faction devant le bâtiment avant d'être interpellé. Il avait tenté de se rendre en Syrie et venait même d'être entendu par les services de renseignement français. Au même moment, l'État islamique diffuse une vidéo particulièrement insoutenable montrant l'exécution du pilote jordanien qui avait été capturé en décembre dernier. Le pilote a été brûlé vif alors qu'il se trouvait enfermé dans une cage. La Jordanie, en représailles, ce soir annonce l'exécution de plusieurs détenus pour terrorisme, dont la fameuse djihadiste que l'État islamique réclamait en échange du pilote. Démission du président de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre commis à Gaza. Sa partialité avait été remise en cause par Israël. On va y revenir. Et puis l'embarras de l'UMP en France face aux consignes de vote concernant le Front National. Réunion en ce moment du bureau politique présidé par Nicolas Sarkozy qui évoque un risque d'implosion de son parti.
On va donc évoquer à présent la démission du président nommé dans cette commission d'enquête sur les crimes de guerre commis à Gaza lors de la dernière confrontation entre Israël et le Hamas. Depuis le début, Israël avait mis en cause la partialité de ce président qui aurait reçu des émoluments pour des travaux fournis à l'OLP, ce qui évidemment était incompatible avec sa fonction. Israël réclame ce soir l'annulation pure et simple de cette commission d'enquête et de ses travaux. Maxime Pérez. C'est presque un coup de tonnerre diplomatique. William Chabas ne dirigera finalement pas l'enquête de l'ONU sur l'opération israélienne à Gaza de cet été. La démission de celui qui fut à la tête d'une commission d'enquête où il n'aurait jamais dû être nommé, c'est la preuve même de cette tendance anti-israélienne de cette organisation. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a dirigé un nombre plus important de débats sur Israël que sur la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunis. Le 11 août dernier, la nomination de William Chabas à la tête d'une équipe d'experts internationaux avait provoqué l'ire des responsables israéliens. Cet ancien consultant juridique de l'OLP n'a jamais caché son but de vouloir faire juger Benyamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale de La Haye. Pas plus qu'il n'affichait ouvertement ses positions anti-israéliennes. Je suis disposé à évoquer la question des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Chacun d'entre eux, et je peux le démontrer, ont été perpétrés à diverses périodes de l'histoire d'Israël. Israël souhaite à présent l'abandon pur et simple de l'enquête onusienne sur le conflit qu'il a opposé au Hamas pendant près de 2 mois. Ses responsables ont toujours rejeté toute coopération avec les experts internationaux de l'ONU. Le responsable de cette enquête biaisée a démissionné et il est maintenant temps de démanteler cette infrastructure tout entière. Ce pseudo-conseil des droits de l'homme de l'ONU a des positions anti-israéliennes notoires qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les droits de l'homme. À Gaza, où le processus de reconstruction est toujours au point mort, le Hamas a accusé Israël d'avoir exercé des pressions pour obtenir la mise à l'écart de William Chabas. Même isolé, le mouvement islamiste palestinien assure ne pas avoir dit son dernier mot. Alors on va retrouver justement en direct de la frontière entre Israël et Gaza notre envoyé spécial Maxime Pérez. Bonsoir Maxime. Donc on parlait de cette commission d'enquête sur les crimes de guerre, mais il y a aussi toujours le problème de cette reconstruction qui tarde à Gaza. Oui, absolument. 6 mois après la fin de l'opération Bordure protectrice à Gaza, eh bien, on ne voit toujours pas ce processus de reconstruction se mettre en place sur les 5,4 milliards de dollars promis en septembre au Caire par la communauté internationale. Seuls 70 millions sont arrivés dans les caisses de l'UNRWA, l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens de Gaza. C'est bien insuffisant pour le Hamas qui s'impatiente mais qui en même temps reconnaît qu'il y a des réticences de la part des donateurs internationaux qui tout simplement craignent un retour des tensions dans la bande de Gaza, notamment avec Israël. Et ce qu'on peut dire ce soir, Jean-Charles, c'est que c'est un nouveau désaveu pour le Hamas que cette démission de William Chabas, sur qui le mouvement islamiste palestinien misait énormément dans l'optique d'un rapport onusien extrêmement sévère sur Israël, avec en perspective, pourquoi pas, la possible inculpation de responsables politiques et militaires israéliens. Toujours est-il que du côté de l'ONU, malgré cette démission de William Chabas, on maintient la publication de ce rapport d'enquête sur la guerre à Gaza au 23 mars prochain. Alors Maxime, il y a également une situation très tendue militairement, cette fois au sud de la bande de Gaza, entre justement Gaza et l'Égypte. Oui, sur fond d'affrontement dans le Sinaï et de ces attaques qui visent l'armée égyptienne venant de djihadistes, eh bien, les forces de sécurité du Hamas ont renforcé leur dispositif à la frontière sud, notamment dans le secteur de Rafah. La zone est extrêmement tendue ce matin. Une charge explosive a été actionnée au passage d'une patrouille de l'armée égyptienne qui a tout bonnement riposté en direction de 2 postes avancés du Hamas. Il n'y a pas eu de blessés dans cet incident, mais il est peut-être révélateur des rapports à venir entre l'Égypte et le mouvement islamiste palestinien dont la branche armée, je vous le rappelle, a été classée il y a quelques jours par un tribunal égyptien comme organisation terroriste.
Merci Maxime Pérez, donc en direct de la frontière avec Gaza. On parlait tout à l'heure, et j'y reviens un instant, de la vidéo montrant donc le pilote jordanien capturé par l'État islamique, brûlé vif. Eh bien, le Premier ministre jordanien qui interrompt évidemment sa visite aux États-Unis et qui rentre d'urgence à Amman, où on attend, je vous l'ai dit ce soir, la possible exécution de plusieurs détenus pour terrorisme dans les prisons jordaniennes. On évoque maintenant la situation politique en France. Le parti de droite de l'ancien président Sarkozy, l'UMP, se trouve dans un bel embarras ce soir face au second tour d'une élection législative partielle dans le Doubs. Quelle consigne de vote donner après que la candidate Front National soit arrivée en tête, juste devant la candidate socialiste? Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. Il n'y a donc pas évidemment de présence de l'UMP au deuxième tour de cette législative partielle. Et donc, eh bien, il faut déterminer une position et ce n'est pas simple. Oui, exactement. Alors, la position officielle va être connue ce soir, après la clôture d'un bureau politique du parti. Mais déjà, dans la journée, le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a affirmé devant ses parlementaires qu'il fallait dire non au FN. Il a mis en garde contre la montée de la formation d'extrême droite, mais dans le même temps, le président de l'UMP écarte la position de ni, c'est-à-dire ni le Front National, ni le Parti Socialiste. Une stratégie qui, je vous le rappelle, il avait lui-même imposé aux élections cantonales de 2011. Une victoire du FN n'est plus hypothétique, a dit l'ancien président de la République. Nous ne donnons pas de consigne de vote aux électeurs du Doubs, a-t-il dit. Il faut laisser les électeurs choisir, mais nous leur demandons tout de même de prendre en compte cette dimension. Alors, cette position, évidemment, a provoqué beaucoup de remous. Oui, et au-delà de la déclaration de Nicolas Sarkozy, il semble que cette élection législative mette au jour les problèmes de fond de l'UMP. Nicolas Sarkozy voulait revenir en sauveur et en grand rassembleur à la tête du parti de droite. Eh bien, il semble que cela ne soit pas le cas, en tout cas pas pour l'instant. Alain Juppé, son rival aux primaires de l'UMP pour la présidentielle, a affiché sa position sur son blog des hier soir. Si j'étais électeur de la 4e circonscription du Doubs, je sais ce qu'en mon âme et conscience je ferais, je voterais pour le candidat PS, a dit l'ancien Premier ministre. Alors plusieurs députés et sénateurs se montraient aujourd'hui solidaires de la position du maire de Bordeaux. Nathalie Kosciusko-Morizet par exemple dit qu'à titre personnel, eh bien, elle voterait PS. Une sénatrice également, Fabienne Keller, nous dit qu'elle ne peut pas se retrouver dans la solution du Nini. Le FN est un parti xénophobe, son programme économique est de tous les dangers, a-t-il dit. Alors, ces positions individuelles exprimées par certains membres de l'UMP s'écartent de celles proposées par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, à savoir aucune consigne de vote. Alors le parti de droite a été agité par de nombreux débats, voire d'affrontements. Selon un cadre de l'UMP, eh bien certains députés n'auraient pas apprécié le discours de Nicolas Sarkozy aujourd'hui devant le groupe UMP. Plusieurs membres du Parlement ont considéré que le fait de laisser les électeurs choisir, eh bien revenait à vouloir faire barrage au Front National. Sarkozy aurait même évoqué un risque d'explosion lors de ce discours. Alors justement, il faut bien comprendre qu'en toile de fond de toutes ces dissonances, il y a la prochaine primaire qui va avoir lieu au sein de l'UMP. Oui, l'UMP n'est plus un parti monarchique, c'est ce que nous disait un secrétaire national du mouvement. Alors l'expression de points de vue différents est à attribuer, eh bien, vous l'avez dit, aux prochaines élections internes pour la course à la présidentielle. Alors tout le monde a envie de jouer sa partition, c'est tout simplement la conséquence du jeu électoral, nous dit le secrétaire national. Alors ainsi, les différentes visions au sein de l'UMP sont désormais affichées au grand jour. Les différents courants sont identifiés. Il y en a plusieurs. Il y a une tendance populiste qui souhaite aller récupérer ces électeurs qui ont glissé vers le Front National. Une autre tendance libérale cette fois est de ne donner aucune consigne de vote. Et puis il y a la tendance républicaine, celle qui est prête à tout, même à voter pour le Parti Socialiste pour faire barrage au Front National. Merci beaucoup Léa Berdugo. Donc évidemment à suivre la décision de ce bureau politique de l'UMP. Puis on vous avait annoncé Christian Estrosi, le député maire de Nice qui participe à ce bureau politique, devait être en direct avec nous pour évoquer la situation au sein de l'UMP, mais aussi ce qui s'est passé à Nice, cet attentat au couteau qui a blessé donc 3 militaires devant un centre communautaire juif cet après-midi. Eh bien malheureusement Christian Estrosi a dû prendre l'avion plus tôt que prévu avec le ministre de l'Intérieur qui a décidé de se rendre sur place, donc Bernard Cazeneuve.
Genève. Du coup, pas de Christian Estrosi en direct. Pour l'instant, sans doute un petit peu plus tard dans la soirée. L'antisémitisme a donc été décrété grande cause nationale en France cette année. Mais c'est le cas également en Europe, où la montée de ce fléau inquiète. Un important colloque vient d'ailleurs d'être consacré à l'antisémitisme à Prague, en République tchèque, à l'initiative du Congrès juif européen. C'est un reportage sur place de notre envoyé spécial, Maël Benoliel. Ceux qui ne parviennent pas à apprendre de l'histoire sont condamnés à la répéter. Le ton est donné avec cette citation de Winston Churchill dès le hall d'entrée du palais présidentiel de Prague. C'est dans la capitale de la République tchèque que le Congrès juif européen a décidé d'organiser pour la 4e année le Forum international contre l'antisémitisme. Let my people live, laissez mon peuple vivre, a rassemblé bon nombre de hauts responsables politiques, de personnalités publiques et d'experts venus du monde entier. Leur but, trouver des solutions face à la montée de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie en Europe. Pour Sir Ben Kingsley, acteur oscarisé pour son rôle dans la liste de Schindler, l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Europe n'a pas fait son deuil. Elle est allée de l'avant. Elle s'est trouvée d'autres ennemis, d'autres problèmes à régler. La première étape vers la guérison aurait été de mettre en place un deuil collectif. Et je crois que nous avons manqué cette étape cruciale. Et c'est mon rôle en tant qu'acteur, lorsque je participe à des films sur des événements extraordinaires, c'est de faire réfléchir les gens sur des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé s'ils n'avaient pas vu le film. Mais c'est davantage la situation actuelle en Europe qui inquiète. Pour Moshe Kantor, président du Congrès juif européen, la situation est alarmante. Nous sommes à un niveau d'antisémitisme aujourd'hui en Europe qui rapproche toujours un peu plus les Juifs à un nouvel exode. Les gens ont tout simplement peur d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller à la synagogue ou de se rendre dans les centres communautaires. Nous avons parlé avec Federica Mogherini, vous savez, qui nous a dit de façon très claire: une Europe où les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école n'est plus l'Europe, où c'est une Europe différente. Une Europe différente qui ne s'accorderait plus avec le développement d'une vie juive malgré plus de 2000 ans d'histoire commune. La décision d'immigrer en Israël est une décision personnelle. J'espère que les Juifs prendront les bonnes décisions comme j'ai pu le faire à une certaine époque. Mais ce qui compte vraiment pour le moment, et c'est ce que j'ai demandé à mes collègues européens, c'est que les différents gouvernements combattent l'antisémitisme pour faire en sorte que l'immigration vers Israël ne se fasse pas à cause d'attentats, mais bien parce qu'Israël est le meilleur pays du monde pour les Juifs et même les non-Juifs. Rester ou partir, il semblerait que ce soit désormais le dilemme auquel de plus en plus de Juifs d'Europe doivent faire face. Et justement, à propos d'antisémitisme, il y a cette polémique qui s'est déclenchée en France à propos d'une petite annonce parue sur un site internet, petite annonce offre d'emploi même, devrais-je dire. Bonsoir Rudy Saada, spécialiste des réseaux sociaux. Alors précisément, c'est sur internet que ça se passe. Et là, on est presque choqué par la crudité des termes employés. Si possible, pas juif ou juive. Voilà ce qui est écrit dans l'offre d'emploi de la société d'une agence de graphisme sur le site spécialisé graphicjobs.com. Alors, c'est le site des Inrocks qui a révélé l'affaire, qui a depuis hier fait grand bruit. À la base, il y a Anne-Sophie qui tombe sur l'annonce et tombe aussi des nues devant donc cette phrase que je vous ai citée. Elle prend une capture d'écran, la partage sur sa page Facebook, une amie la repère, le met sur Twitter et là, c'est retweeté une cinquantaine de fois en une heure et l'affaire commence à faire grand bruit. Dans l'après-midi hier, la rédaction des Inrocks veut en savoir plus, retrouve le nom du studio à l'origine de l'annonce, NSL, un studio qui est dans le 19e arrondissement de Paris, de taille plutôt familiale, une PME. Il la contacte et la première réponse qui est donnée, elle est assez saisissante. Je lis, on a mis ça par rapport aux horaires. C'est un studio qui ne compte pas ses heures et qui travaille parfois dans des moments de rush, donc on voulait quelqu'un qui ne tienne pas compte de ses soucis culturels ou religieux. Tollé et scandale sur le net, évidemment, dans ce contexte très tendu en France. L'annonce, elle, sera restée en ligne à peu près 35 minutes. Alors, il y a évidemment des suites qui sont attendues à cette polémique. Oui, alors déjà, la première réaction, ça a été un tweet d'excuse du site qui a relayé l'annonce, un Graphic Job, site sur lequel l'annonce a été diffusée. Et puis, retournement de situation, un peu plus tard, sur Twitter, l'entreprise crie au piratage avec ce message Twitter que l'on va voir. Il s'agit d'un hack de notre annonce. Nous ne posterions jamais ce genre de message discriminatoire. Merci de faire tourner l'info.
infos. Et puis suit aussi un autre communiqué dans lequel l'entreprise affirme, je cite, être une agence Intech qui ne fait pas de discrimination. Recontacté par les Inrocks, le directeur artistique dit pour prouver sa bonne foi que la même annonce a été postée sur 2 autres sites sans avoir cette mention. Cela dit, c'est assez peu probable d'avoir été hacké et d'avoir glissé une toute petite phrase dans une annonce. Quoi qu'il en soit, une enquête interne a été ouverte dans l'entreprise et SOS Racisme a annoncé sur Twitter aussi qu'il avait porté plainte auprès du procureur de la République ainsi que la LICRA qui a saisi le parquet. Il faut quand même rappeler que le Code du travail ne permet en aucun cas une référence aux convictions religieuses des éventuels candidats. Merci beaucoup Rudy Saada. Pour la première fois, les forces armées tchadiennes ont opéré à l'intérieur du territoire nigérian aujourd'hui. Le Tchad qui a décidé de partir en guerre contre Boko Haram, cette secte islamiste qui fait des ravages dans le nord du Nigeria et qui menace la frontière de plusieurs pays voisins. On revient à présent donc à l'information, l'une des informations de cette soirée, donc l'annonce et la diffusion d'une vidéo particulièrement atroce par l'État islamique montrant le pilote jordanien capturé au mois de décembre dernier, brûlé vif, exécuté donc sur cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes. En représailles à la participation de la Jordanie à cette coalition internationale. On est en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors c'est évidemment un nouveau cap dans l'horreur qui est franchi, mais qui doit aussi peut-être avoir un message adressé à la Jordanie plus particulièrement. Adressé à la Jordanie, parce que bien entendu elle fait partie de la coalition, puis c'était quand même un pays voisin de la Syrie et de l'Irak, dans lequel il y a quand même 1 million aujourd'hui de réfugiés syriens. Donc si vous voulez, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, quelle que soit la date à laquelle le pauvre soldat jordanien a été brûlé vif, j'ai le sentiment aujourd'hui que Daesh est en train d'envoyer des messages urbi et orbi, j'ai envie de dire. Parce que d'un seul coup, on nous montre cette vidéo où il est brûlé vif, et dans le même temps, on a l'impression que les événements annexes se télescopent, se précipitent avec, par exemple, l'attaque contre 3 soldats, l'attaque terroriste contre 3 soldats à Nice, comme nous vous en avez parlé, à l'arme blanche. Et tout ça, ce sont des signaux de Daesh, puisqu'on sait que Daesh, sur les réseaux sociaux, appelle tous les gens, leurs frères, enfin les frères des islamistes, à attaquer tout ce qui représente les autorités, police, militaires et autres. Donc on a l'impression qu'on est dans une nouvelle phase où Daesh est en train de s'en prendre non seulement à des pays comme la Jordanie, qui sont les membres de la coalition, mais ils ne sont pas les seuls, et puis c'est sur le terrain syro-irakien, et puis en même temps, en dehors du Moyen-Orient, où on s'attaque aux Occidentaux, à leurs intérêts. Alors on a l'impression que la réponse justement que doit apporter la coalition internationale est assez incertaine ce soir, puisque Barack Obama réagit par exemple en disant qu'effectivement bien cela montre à quel point la barbarie de l'État islamique est sans limite. Mais est-ce que la coalition a les moyens d'intensifier son action sur le terrain ? Je pense qu'elle peut avoir les moyens d'intensifier son action sur le terrain, mais enfin encore une fois de plus, on en a parlé maintes fois, Jean-Charles, se pose le problème du présence des troupes au sol. Il est évident, cela dit, qu'on a quand même enregistré quelques succès, puisque grâce aux interventions répétées des chasseurs américains et autres, canadiens, français, australiens, on a pu repousser les islamistes de Daesh en dehors de Kobané, qui se trouve en Syrie, là où les Kurdes ont combattu avec beaucoup de courage. Donc on voit bien qu'on peut avoir des résultats sur le terrain, mais tant qu'on se contentera de bombardements qui permettent aux Kurdes ou à d'autres sur le terrain de regagner un peu de terrain, c'est sûr que c'est une affaire de longue haleine, et c'est pour ça qu'on entendra encore Obama et quelques autres dire ça va prendre du temps, puisque Obama, je vous le rappelle, a dit à maintes reprises que peut-être même lorsqu'il quittera la Maison-Blanche lors de l'investiture du nouveau président le 21 janvier 2017, eh bien, peut-être que l'affaire ne sera pas encore terminée. Et je pense que là-dessus, Obama a raison. Merci beaucoup Christian Mallard donc, pour cette analyse. Et puis je rappelle qu'on attend également l'annonce ce soir par la Jordanie de l'exécution de la fameuse djihadiste irakienne que l'État islamique réclamait en échange bien des otages, dont le fameux pilote jordanien. Donc la Jordanie aurait décidé de l'exécuter ce soir en signe de représailles, ainsi que plusieurs autres condamnés pour terrorisme dans les geôles de Jordanie.
En Égypte, c'est un deuxième journaliste de la chaîne qatari Al Jazeera, condamné à une peine de prison, qui devrait être libéré dans les heures qui viennent. Après l'Australien Peter Grace, c'est donc au tour du Canadien Mohamed Fahmy d'être expulsé d'Égypte ce soir. Avec une nuance importante, il a dû pour sa part renoncer à la nationalité égyptienne qu'il détenait également. Leslie Rezoug. Il aura finalement dû renoncer à sa nationalité égyptienne pour être libéré. Après 13 mois d'emprisonnement, c'est la fin du calvaire pour le journaliste d'Al Jazeera, Mohamed Fahmy. Sa libération a été décrétée après sa décision d'abandonner sa double nationalité. À la fois égyptien et canadien, le journaliste tombait sous le coup d'une loi stipulant que les binationaux jugés en Égypte devaient également y purger leur peine de prison. Directeur du bureau d'Al Jazeera au Caire, Mohamed Fahmy avait été accusé d'avoir falsifié des informations lors des manifestations sanglantes de 2013. Après la destitution de Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, les Frères musulmans, l'organisation proche de l'ancien président, sont sévèrement réprimés. 15 000 membres de l'organisation sont jetés en prison et des centaines d'entre eux sont condamnés à mort. Des procès de masse sans précédent selon l'ONU, largement couverts par Al Jazeera. Mais lors de son audition devant les juges, Mohamed Fahmy s'est défendu de toute partialité. J'ai des contacts avec les frères musulmans, tout comme avec le parti Nour et avec tout le monde. C'est la nature même de mon travail. J'ai bataillé pour interviewer Zawahiri. Si je vais au Liban demain, je bataillerai pour interviewer Nasrallah. C'est le travail de tout journaliste. Libéré il y a 2 jours, son confrère australien Peter Grace a réaffirmé son soutien à ses collègues emprisonnés. Au milieu de ce grand soulagement, je ressens encore de l'inquiétude pour eux, un réel sentiment de préoccupation. Parce que si moi, je suis sorti de prison, alors ils doivent connaître le même sort. Si Mohamed Fahmy semble désormais tiré d'affaire, les organisations humanitaires s'inquiètent toujours du sort de Baher Mohamed. Ce journaliste égyptien est toujours en prison et ne pourra pas bénéficier des mêmes procédures que Peter Grace et Mohamed Fahmy. Et en Égypte, toujours explosion d'une bombe à Alexandrie. Aujourd'hui, elle a tué un civil. C'est un barrage de police qui était visé. 2 autres engins explosifs ont été découverts à temps, cette fois dans l'enceinte même de l'aéroport du Caire. Et puis ce très grave accident impliquant un quart de pèlerins bédouins s'est produit dans le sud d'Israël cet après-midi. Le bilan est lourd, 8 morts, une 50aine de blessés. Il s'agit pour la plupart de femmes qui revenaient d'une prière sur le site de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. L'économie à présent. L'économie, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Alors, entretien tout à l'heure à Rome entre le Premier ministre italien Renzi et le nouveau Premier ministre grec Tsipras. Évidemment, la tournée grecque continue en Europe. Mais il y a eu aujourd'hui un rebond très important de la bourse à Athènes. Alors effectivement, plus 11% pour la bourse d'Athènes, ce qui veut dire que les bourses européennes ont soufflé, notamment après l'annonce en fait du ministre de l'économie et des finances grec. En fait, il ne va pas décider d'annuler cette dette de 350 milliards d'euros, mais simplement en fait, il va la diviser en 2, la convertir en une obligation qui sera liée à l'économie, c'est-à-dire quand l'économie va bien marcher, les intérêts vont être plus importants, et inversement quand l'économie marche moins bien, et surtout une obligation perpétuelle. Et en fait, l'obligation perpétuelle, c'est une obligation où la Grèce ne va pas rembourser le capital, mais simplement les intérêts jusqu'à une période indéfinie, jusqu'à rembourser la dette. En fait, on voit donc qu'ils ont utilisé des techniques d'ingénierie financière extrêmement sophistiquées, et ce n'est pas un hasard, car derrière tout ça, il y a la banque Lazare, la banque franco-américaine Lazare, qui conseille le gouvernement grec. Et justement, Tsipras, le Premier ministre grec, se rend en France demain, prochaine étape de sa tournée européenne. Alors on part en Chine maintenant avec l'arrivée d'un nouveau milliardaire qui va remplacer le patron d'Alibaba. Effectivement, on se souvient de Jack Ma, patron d'Alibaba, qui était milliardaire numéro 1 en Chine. Aujourd'hui, il va être détrôné par Li Hejun, qui gère un groupe dans le solaire, dans l'énergie solaire, et qui a une fortune estimée à près de 26 milliards de dollars. Voilà, la Chine, nouvelle Eldorado des milliardaires. On évoque rapidement cette décision de la Cour pénale internationale aujourd'hui aux Pays-Bas, puisqu'elle a décidé de renvoyer dos à dos la Serbie et la Croatie. Aucun de ces 2 pays n'a commis de génocide envers l'autre lors de la guerre qui a éclaté dans l'ex-Yougoslavie.
On va terminer avec un peu de légèreté et ce restaurant de Tel Aviv, situé dans l'enceinte du musée d'art de la ville, qui vient d'être désigné tout simplement plus beau restaurant du monde. J'ai pas dit plus le meilleur pour ce qui est du goût culinaire, mais uniquement pour le design. David Gombin et Ran Schneck. À Tel Aviv, le musée d'art n'est pas en reste. Ce mois-ci, le site chinois spécialisé en design Idea Top a désigné ce restaurant parmi les 4000 candidats comme le plus beau restaurant au monde. Logé dans la nouvelle aile du musée d'art moderne, Pastel est devenu en quelques mois l'adresse où se pressent tous les amateurs d'art et de bonne cuisine. Pour Alon Baranovitz, l'un des architectes d'intérieur, assembler décors extérieurs et ambiance intérieure était un défi. Lorsqu'on a d'abord regardé le bâtiment, on a observé le travail de Preston Scott Cohen et on a compris qu'il y avait un travail de médiation à faire entre le langage de la brasserie et celui de l'architecture. On voulait représenter ces deux mondes-là, le monde de la brasserie et celui de l'architecture, même si l'un se réfère au XXIe siècle et l'autre au XIXe. Cet architecte réputé, dont le portfolio compte parmi les plus belles tables de Tel Aviv, a bien compris que dans le monde entier, la tendance est à l'éclosion de restaurants au cœur du musée. Cette tendance tend à transformer l'expérience du musée et celle de la sortie au restaurant en quelque chose de synergique. D'un côté, le restaurant influence le musée, mais d'un autre côté, les visiteurs du musée se disent « Pourquoi ne pas finir la visite chez Pastel ?» Artistes et architectes d'intérieur partagent la même passion, l'esthétique, le goût du beau et la volonté de procurer des émotions. Une créativité que la gastronomie partage. Avec une telle mission, pas étonnant que les architectes aillent puiser leur inspiration dans les musées, pour le plus grand bonheur des amateurs d'art, comme pour ceux de bonne chère. Un mot de sport pour terminer, pour signaler la fin d'un contrat mort-né, celui que Hatem Ben Arfa, l'international français, avait signé avec l'OGC Nice. C'était l'un des transferts du mercato. Eh bien, faute d'avoir pu obtenir l'autorisation de la FIFA et de la Ligue de football en France, eh bien Ben Arfa a décidé aujourd'hui de rompre son contrat avec Nice. Il n'aura donc pas joué, seulement entraîné avec le club de Ligue 1 de la Côte d'Azur. Ben Arfa bien annonce qu'il pourrait poursuivre sa carrière, mais sous d'autres cieux évidemment, mais sans doute pas pour cette saison, puisqu'il est interdit pour lui de jouer, puisqu'il a porté 2 maillots différents. On va se retrouver dans un instant pour le débat consacré aux élections à la Knesset en Israël, élections qui ont lieu le 17 mars prochain. Restez avec nous.